20 kilos. Ah oui, 20 d'accord. kilos. Ok. Bon, les douaniers ont dû se demander qu'est-ce que je faisais passer. Mais si on savait tous les problèmes, peut-être qu'on aurait dit non. On serait peut-être pas lancé là-dedans. Et pour donner un ordre de grandeur, il y a des dizaines de milliers de tonnes de bagages qui sont produites chaque année, puisqu'il y a des centaines de milliers de tonnes de cannes qui sont broyées. Carrément, c'est sa force. On a un matériau qui respire, qui va pouvoir faire un peu éponge. Et voilà, il va relâcher l'humidité naturellement, sans en fait mourir. Le matériau, littéralement, il vit. On a mis par nous-mêmes 30 000 € dans la société. On s'est dit, ouais, direct, il faut mettre un max. On n'a rien, on a mis tout, donc on y croit. Croyez-y aussi. On va voir les partenaires, ils nous disent, ouais, c'est top. Mais je dois faire un projet, là, c'est 1500 mètres carrés. Putain, 1500 mètres carrés, et j'ai fait un panneau, quoi, tu vois, en galérant. Donc là, il se pose la question de, ok, comment on fait 1500 mètres carrés ? Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études Filao Ingénieurs Conseil. Nous accompagnons les entreprises et les territoires pour améliorer leur performance environnementale. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, comme souvent, mais entrepreneuriat très particulier dans le domaine de l'innovation, dans la création de matériaux biosourcés locaux ici aux Antilles. Et pour ça, nous recevons Valentin Lacroix, cofondateur de la société Emerwall, qui fabrique ce genre de produits. Vous allez en apprendre plus tout de suite. Bonjour Valentin. Bonjour Bertrand. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait longtemps, parce que moi je sais que tu évolues, j'ai suivi un peu ton parcours depuis quelques années, et là je suis super content de voir que c'est du concret, c'est du réel. Les produits que vous avez développés sont maintenant dans des installations, en service, et elles ont reçu les approbations. Ça a été un long parcours, tu vas pouvoir nous en parler. Alors, est-ce que, pour tout de suite que les auditeurs comprennent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, Valentin Lacroix, j'ai 29 ans, je suis guadeloupéen qui est en Martinique pour le travail, et ingénieur en nouvelles énergies d'une école qui est les Sylves à Courbevoie, et puis donc cofondateur de la société Emerwall qui fabrique des matériaux d'isolation à partir de bagages de canne à sucre. Excellent. Et donc effectivement, alors ce qui est drôle, c'est que tu m'as appelé, tu m'as dit que tu étais de passage en Guadeloupe pour me présenter justement tes derniers produits, puis aussi voir les opportunités d'affaires et de placer potentiellement ça dans des projets pilotes ou autres, parce que tu as ce produit-là qui n'est plus à l'étape du test, mais tu en développes d'autres, tu vas nous en parler, et là tu charges des projets pilotes pour les installer. Et comme on était en journée de tournage, j'ai dit go, on fait les deux d'un coup. Donc, alors évidemment, on ne pourra pas vous dire tout à l'antenne, mais au moins, c'est bien parce qu'on peut se faire ce point, on se croise souvent et on n'a pas toujours l'occasion de parler en profondeur. Donc du coup, en fait, c'est un projet super ambitieux quand même. Oui, je sais pas s'il est super ambitieux, mais structurant. Ouais. Structurant et filière. Un projet vraiment avec une approche de filière, ça c'est clair, qui va du champ, donc de la canne à sucre, l'agriculture, le rhum, qui passe par l'étape déchets agricoles, qu'est-ce qu'on en fait, et après la revalorisation de l'industrie, relocalisation locale aussi. Voilà, et ensuite ce sont des débouchés comme le bâtiment, donc forcément encore un autre gros secteur. C'est vraiment une vision filière. Exact, tu touches à beaucoup de secteurs différents à travers ce produit. Comment est-ce que t'es venu l'idée ? Alors, c'est beaucoup de discussions avec mes potes, notamment qui sont aujourd'hui associés. Alors, Quentin Godino, qui est notre responsable R&D, c'est un ami de mon post-bac. Ok. On faisait l'école d'ingé ensemble, et on se disait, on avait des discussions comme comment peut-on reverdir un petit peu les bâtiments qui nous semblaient un peu ternes, gris, tout ça. Et on voulait mettre donc de l'herbe, un truc qui pousse à la verticale des murs. Murs végétaux, ouais. Voilà, murs végétaux, mais ça marchait pas notre idée, quoi. Donc on a poursuivi nos routes, et un peu plus tard, on s'est séparés, etc. Mais je veux dire, il a fait ça. Il a suivi son parcours, j'ai suivi le mien, et un peu plus tard, je reviens vers lui et je lui dis je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est
plutôt d'amener la nature dans le bâtiment et sous cette forme de matériaux finalement, plus que de carrément faire pousser la nature sur le bâtiment. Voilà, et en France, en Hexagone, on utilise le lin, le chanvre, la paille pour faire ça. Exact. Moi, je suis antillais, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ressources? Et donc, la bagasse de canne à sucre, c'est une super agro-ressource pour en faire des produits transformés fibreux, quoi. Exact. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu moins, parce que j'ai réalisé que même aux Antilles, alors dans les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui sont des Antilles, il y a beaucoup aussi d'Antillais qui sont partis, qui sont soit en France, soit au Canada, ou même partout dans le monde. Et je réalise qu'en fait, quand je parle de bagasse, quand on parle de canne, de rhum, tout le monde connaît. Quand on parle de bagasse, je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas forcément directement c'est quoi la bagasse. Tu peux expliquer en fait qu'est-ce que c'est, où est-ce que tu la récupères? Oui, bien sûr. Donc, l'industrie du rhum récupère la canne à sucre et en fait fait passer cette canne dans des moulins pour en extraire le rhum. Ouais. Voilà, et il en reste des résidus. Et la bagasse, c'est le résidu fibreux donc de la canne quand elle a été broyée pour en faire du rhum. Ouais. Les sucreries aussi en font. Lorsqu'elles font du sucre, il reste aussi de la bagasse. Et pour donner un ordre de grandeur, il y a des dizaines de milliers de tonnes de bagasse qui sont produites chaque année, puisqu'il y a des centaines de milliers de tonnes de cannes qui sont broyées chaque année. Donc c'est très volumineux. Et c'est un peu comme une paille, une paille en fait tropicale. Et c'est fibreux. C'est ce qui nous intéresse en l'occurrence pour nous. Et alors ça, c'est un déchet, c'est-à-dire que les distilleries, généralement, alors elles en font quoi? Il y en a qui en font du compost, il y en a qui l'épandent dans les champs. Ouais, exact. Il y en a d'autres qui s'en servent pour faire brûler des chaudières, faire de la chaleur. Mais il y a quand même un résidu. Il en reste quand même qui n'est pas utilisé. Ouais, tu as tout dit, hein. La première utilisation, ce sont les distilleries elles-mêmes qui récupèrent donc la bagasse pour alimenter leur propre chaudière et faire de la cogénération. Donc ça, c'est vertueux, c'est top. Maintenant, elles produisent tellement de bagasse qu'il en reste encore après cette étape. Et donc, il y a des acteurs qui sont positionnés pour en faire du compost, pour en faire de l'énergie électrique, de manière viable depuis des dizaines d'années, hein, ça marche. Et les agriculteurs locaux récupèrent encore les restes de bagasse sur une saison pour épandre dans les champs. Donc il en reste quand même parce que il arrive qu'un des acteurs de la chaîne de revalorisation fasse défaut ou je sais pas moi, tu vois, ça dépend de chaque année. Mais chaque année en tout cas, nous on se fait appeler parce qu'il y a un problème sur une des distilleries, sur un des acteurs de la chaîne et donc il faut revaloriser, quoi. Et donc là, vous enlevez une épine du pied à la distillerie ou à l'industriel en question, et vous récupérez votre matière première. Ouais, c'est ça, c'est une vraie synergie. On essaye d'être très en collaboration, en co-conception de la solution de récupération de la bagasse, puisque c'est pas facile de récupérer un déchet sans perdre trop à le faire. Donc nous, on amène des big bags, très simplement. Ouais, d'accord. Tu vois, des big bags, 1 mètre cube. Ouais. On se positionne à côté des tas de bagasses qui font des dizaines, voire centaines de mètres cubes. Et puis on cède, enfin les salariés de la distillerie nous aident à les remplir. Voilà, et puis ensuite on ramène ça jusqu'à notre atelier et à partir de l'atelier on produit nos panneaux d'isolation. Mais juste à titre de comparaison, il y a des acteurs aujourd'hui qui remplissent des 90 mètres cubes, des camions 90 mètres cubes de bagasse pour alimenter chaudières et oui, bien sûr, ouais, complètement. Et alors du coup, moi ce qui me questionne là-dedans, c'est comment vous êtes passé de l'étape de cette idée en fait de base où on se dit ok, on pourrait peut-être utiliser ça pour faire des panneaux. Sauf que déjà, il faut être sûr que les panneaux vont pas, parce qu'il y a quand même un peu de sucre, il y a un peu d'humidité. Est-ce que ça va pas moisir? Est-ce qu'on va pouvoir coller les matières? Est-ce que ça va pouvoir faire des vraies plaques qui vont tenir? Est-ce qu'on va pouvoir obtenir des autorisations pour le mettre dans les immeubles? Est-ce qu'on aura assez de bagasse chaque année? Est-ce que toutes ces questions-là, est-ce que... Ça fait beaucoup de est-ce que... Si tu les avais vues depuis le début, si tu avais vu toutes les barrières à franchir au moment où tu as lancé l'idée, est-ce que tu l'aurais quand même fait? Est-ce que tu les voyais, ces barrières, ou est-ce que tu les as découvertes au fur et à mesure? Bon, il y a plusieurs choses. C'est vrai, il y a plein de est-ce que.
Euh, le premier de l'époque, ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est est-ce que j'ai envie de faire ça, tout simplement? Ok. Est-ce que j'ai envie de faire ce métier? Parce que j'étais encore étudiant avec mes potes, quoi. Mais c'est vraiment je dirais, c'est une approche. Si on savait tous les problèmes, peut-être qu'on aurait dit non. Si on les connaissait vraiment tous de manière exhaustive, tu vois, il y a peut-être 1000. Est-ce que on serait peut-être pas lancé là-dedans? Maintenant, je pense que c'est surtout de voir que typiquement, j'étais en cours, j'avais un petit peu parlé du projet, je m'étais déjà, comment dire, on avait commencé à travailler sur le projet à l'école, etc. Et il y a un directeur de la distillerie GM qui m'appelle en cours et qui me dit nous, on est intéressé par votre projet, on a 3000 tonnes. Alors, tu vois, il y a des choses aussi comme ça qui boostent un petit peu, Ouais, bien sûr. qui font que n'importe quel obstacle, bon, tu te dis, OK, on verra plus tard ou on va y arriver. Ouais. Et puis, il y a l'association, clairement. Moi, je le fais. Emerald, c'est né avec Louis Frigo, donc le responsable industriel, qui est mon ami, à qui j'étais au collège, et Quentin Gotino, celui dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Donc, je pense que dès le début, je me rendais compte qu'il y allait avoir beaucoup de problématiques, mais que si on avait la bonne équipe, parce qu'on est assez complémentaires, Ok. bon, on devrait y arriver, quoi. Excellent. Je touche du bois, pour l'instant, on est encore là. Ouais, en tout cas, c'est très bien parti. Donc, actuellement, les étapes qui t'ont permis d'arriver là, c'est que tu as du coup eu cette idée. J'imagine, quoi, vous avez fait des tests Ouais, dans le garage. Voilà, exactement. Alors, c'était pour le coup, dans le four. Parce que là, il faut faire chauffer. Il fallait faire chauffer à la manière d'un gâteau, avec de la maïzena, tu vois, très Ah ouais, simplement, d'accord. pour coller Déjà, se faire amener de la bagasse de canne à sucre de Guadeloupe à région parisienne. Parce que vous étiez en région parisienne à l'époque. Ouais, C'était un projet d'études, du coup Non, du tout. Pas du tout. Simplement, quand tu veux quelque chose, tu essayes de t'arranger pour que ça puisse se faire. Donc, tu as fait livrer de la bagasse de Martinique en région parisienne. Ouais, bah, il fallait. Ok. Bon, après, c'était pas un container à l'époque. C'était, non, mais genre quoi, un mètre cube, un big bag non, même pas. 20 kilos. Ah oui, d'accord. 20 kilos. Ok. Bon, les douaniers ont dû se demander qu'est-ce que je faisais passer. Mais c'est ça, c'est passé. Et on a réussi à faire un panneau qui ressemblait vraiment à un millefeuille. Ah ouais. Justement, tu vois, un millefeuille. Je pense que thermiquement ou acoustiquement, ça devait pas être exceptionnel. Mais c'était surtout pour voir si, je sais pas, ça tient déjà. Ça, ouais. Puis sait-on jamais, si ça se trouve, ça nous aurait fait un panneau incroyable. C'était réglé, quoi. Ouais. Bon, avec cette première étape-là, j'ai été voir les profs de l'école d'ingé. Et on pouvait faire un projet un peu, je sais plus comment ça s'appelle, mais un espèce de projet spécial, je sais plus le nom, sur le thème de notre choix, si on avait un truc à proposer. Donc direct, j'ai dit, est-ce qu'on peut mettre Emerald en projet court? Ce qui faisait que de base, j'avais 2 heures par semaine sur le projet. Tu pouvais bosser dessus. Ouais. Et j'allais en cours, donc c'était bon. C'est bien. Voilà. Ouais. Puis l'autre avantage, c'est qu'on pouvait s'associer déjà avec des camarades. Donc il y avait Louis avec moi. On avait 2 autres camarades aussi. Donc on était 4, tu vois, à travailler. Déjà à bosser dessus. Ça fait qu'au total, on a réussi à faire des petits essais à notre niveau. On s'est vite rendu compte, en fait, de la réalité des obstacles qu'il y allait avoir au fur et à mesure. Et l'un des premiers, ça a été, en fait, artisanalement, ça ne tiendrait pas ce truc-là. Même si on y arrivait à récupérer la bagasse, etc., on parle d'un matériau qui est à faible valeur ajoutée. Il va falloir faire du volume. Donc peut-être industrialisé, etc. Donc capitaux. Ça a été assez rapide. Voir que ça allait être forcément industriel. Oui, ouais. Et donc, pareil, il a fallu trouver un associé supplémentaire parce qu'on n'avait pas les compétences et qu'on n'avait pas d'argent. C'était la manière d'acquérir du savoir-faire. Et puis, bon, la fin de l'année est arrivée, on était en alternance, ça s'est terminé, on a lancé la société, et puis on était encore en hexagone quand elle a été créée. Et l'idée, c'était de très rapidement pouvoir être sur place, parce que même si la distillerie dit « Ok, on a de la bagasse », comme je t'ai dit, c'est de la filière. Donc, c'est toute la filière qu'il faut essayer de comprendre. Eh oui. Et après, voilà, donc on a passé énormément d'étapes. On a passé énormément d'étapes pour arriver jusqu'à aujourd'hui où on produit entre 1000 et 2000 mètres carrés par mois à Ducos. Excellent. Ouais. Ça a pris combien de temps ? La société a été créée en avril 2021, donc tu vois, ça va avoir 5 ans. Emerald aura 5 ans en avril. Et on a fait énormément de recherche et de développement au tout début. Beaucoup de recherche et de développement pour acquérir
donc des éléments tangibles, des caractéristiques thermiques, acoustiques, hygroscopiques, liées aussi aux termites, aux insectes, Et ouais, tu vois, la moisissure, la tout ça. moisissure. On a été chercher aussi les fiches déclaratives environnement et sanitaire, les FDES, et au moins dans leur première version pour savoir quelle était la quantité de CO2 qu'on évitait si on prenait nos matériaux. On a Mhm. vraiment poussé Ouais. le développement technique. On est tous ingénieurs, alors je pense que ça y est pour beaucoup. Mhm. Mais le produit, il est aujourd'hui, il a pris peut-être 2-3 ans spécifiquement dessus, et donc il est bien carré. Et puis en 2024, on se dit en fait, il va falloir produire vraiment. Donc, jusqu'à 2024, vous étiez en prototype, quoi, en test, en prototypage. spécification de matériel. C'est ça, et on faisait sous-traiter la production dans le but de certifier, pas dans le but de vendre. Parce que c'était pas, il fallait certifier avant. Mais tu avais besoin de produire pour certifier? Tu peux pas faire... Il fallait que je produise des prototypes, ouais, d'accord. mais plusieurs. Parce Plusieurs. que typiquement, un essai. Il faut que tu aies de la répétabilité. Oui, et un certain nombre de panneaux. Je devais au total sur la campagne, bon c'est plus Quentin, mais on a dû peut-être avoir une quarantaine, une cinquantaine de panneaux similaires, les mêmes. Ouais, d'accord. Tu vois. Et ça, au tout début, t'as rien. On avait un bureau à la Technopole Martinique. On pouvait pas en fabriquer. Mhm. Donc, c'était pas possible. D'autant qu'il y a des essais comme un essai feu, par exemple, ça te brûle tout ton échantillon, quoi. Donc, Ouais. voilà. D'accord. Et donc ça c'était en 2020, jusqu'en 2024. Ouais, c'est ça. Et en 2024, vous avez eu... Alors, est-ce que là, on parle de la certification du CSTB? Non, C'est encore autre chose. ce sont des laboratoires. Alors, le CSTB fait partie de ces labos, mais le LNE en est un autre. Tu as le FCBA sur un autre domaine, Effectis sur le domaine du feu, etc. Donc, c'est D'accord. tous ces laboratoires-là qui délivrent des certifications. De conformité? Oui, c'est ça. Ils sont labellisés COFRAC, les laboratoires en question, et c'est une norme nécessaire pour que ce soit valide, en fait, au D'accord. niveau national. Et ensuite, quelle est l'étape pour que ce produit-là, tu puisses l'installer sans risque même légal que les gens se retournent contre toi, enfin, et qu'on puisse assurer aussi ce matériel-là dans des constructions neuves? Alors, c'est d'avoir des procès-verbaux, acoustique, feu. Donc, un peu la même idée, c'est de faire valider la mise en œuvre du matériau. Une fois qu'on a validé le matériau, sa mise en œuvre, D'accord. vérifier qu'elle n'est pas créatrice de sinistres, dégradations, qu'elle correspond bien à ce qui est imposé par les normes. Voilà, c'est ça. Et donc là, encore une nouvelle étape de production pour faire des tests, production aussi pour apprendre, parce que du coup, il y a pas mal de retours à ce moment-là. Sur la pause, sur... Exact. Ajuster, en fait. Ouais. Et ça, c'est encore du temps, c'est encore de l'argent. Ouais. Et si les partenaires aussi, tu as besoin de porteurs de projets qui vont te dire, bah ok, on l'installe et on va te permettre de suivre. Ouais, carrément. Donc pour nous, c'est beaucoup de chantiers pilotes. Donc c'est la phase 2024-2025 et on finit là sur 2026. Et c'est super parce qu'en fait, on se rend compte que on a quand même bien bossé, en fait. On est quand même pas mal. Il y a eu quelques ajustements à faire. Typiquement aujourd'hui, sur tout ce qui va être cloison, donc tout ce qui est cloison acoustique, le produit, il est OK. On a les éléments pour pouvoir ensuite, avec un contrôleur technique, valider que justement la mise en œuvre est conforme. En fonction du type de chantier, évidemment, si on va sur le pire cas, je sais pas, centrale nucléaire, ça sera peut-être compliqué, mais voilà. Et sur les faux plafonds également, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu vois, là, c'est un plafond en BA13, ça fonctionne. Parce que BA13, c'est coupe-feu 15 minutes. Mais je peux te le dire. Avant, j'avais le produit, il était bon, mais je ne connaissais pas si bien que ça. Aujourd'hui, on en est sûr et certain, on peut le... Non, tu l'as testé, quoi. Ça a été validé en laboratoire, etc. Ouais. Et là, la grosse étape pour Emerald, c'est l'ATEX, donc l'attestation expérimentale que délivre le CSTB, encore une fois. Et là, c'est un travail déjà de plus de 3 ans, du coup, spécifiquement pour les utilisations de notre isolant sous toiture. Donc là, c'est pour la partie plutôt thermique. Et tu vois, sous nos climats, en fait, il y a un trou dans le référentiel. Donc, si on rentre un petit peu dans le sujet des normes, etc., les DTU, ils imposent une manière de mettre en œuvre ce genre de matériau qui est fait pour les climats tempérés. Ça marche bien en hexagone. Ici, c'est carrément à l'inverse qu'il faut faire, notamment par rapport à l'humidité. C'est-à-dire ? La création d'humidité en climat tempéré, elle a tendance à se faire sous l'isolant, vers l'intérieur, la pièce à vivre.
quand tu vas isoler le toit, par exemple. Ouais. Ici, la condensation, elle a tendance à se créer sous la tôle. Et donc, entre l'isolant et la tôle. Exactement. Et donc ça peut amener des dégradations sur les éléments qui sont au-dessus des pièces à vivre, sur les faux plafonds ou des choses comme ça, tu vois. Donc là-dessus, pareil, on a travaillé avec eux, CSTB et des partenaires comme Action Logement, notamment, pour avoir la capacité déjà de... On anticipe un petit peu ces problèmes-là, on fait des essais hygro, c'est de voir où est-ce que va se créer les points de rosée, si oui, comment le traiter. Est-ce qu'il y a des adaptations à faire sur la manière de faire une toiture? Est-ce que, tu vois, on s'est posé beaucoup de questions de ce type. Mais ceci dit, ces questions, elles se posent pour tous les isolants ici. Bah oui, mais je pense que, tu sais, comme nous, on arrive avec un produit qui est innovant, en plus naturel, en plus jeune, etc. Donc, je pense que les contrôleurs techniques et les maîtres d'œuvre, ils regardent 10 fois plus. Bien sûr. Parce qu'ils veulent absolument pas qu'il y ait un problème. Ouais. Ça se dit, littéralement, on m'a appris le terme, on a un matériau qui est non conventionnel. Ouais. Voilà. Donc, partant de ce principe, si jamais il y a un hic derrière, on va leur tomber encore plus fort dessus, je comprends. Mais donc, à nous d'être sérieux là-dessus. Et je pense que, tu vois, c'était une faiblesse. On est en train d'essayer d'en faire une force et de dire que grâce à cette expérience acquise, aujourd'hui, il y aura un référentiel. En tout cas, nous, on peut vous dire, justement, grâce à cet ATEX, que quand vous mettez notre matériau, il vaut mieux le mettre en œuvre de cette manière. À la fin, le projet, il est assuré. On a réfléchi, etc., pour que ce soit au mieux, en fait. Ouais. Et on a poussé l'idée en travaillant jusqu'aux installateurs, tu vois, jusqu'à ceux qui font la mise en œuvre, pour essayer de faire en sorte de trouver une solution qui économiquement aussi soit la plus viable possible. Pour l'installation. Ouais, pour que ça, si possible, qu'il gagne du temps pour la mise en œuvre, qu'il n'ait pas trop de découpes à faire. En tout cas, si on peut les éviter, est-ce qu'on peut les intégrer dans le référentiel? D'accord. Ouais, pour que tout le monde y gagne. Je pense que, tu sais, c'est un système un peu qui est modifié. Et donc, il faut éviter les points de friction. C'est ça en tout cas, nous, on essaye d'éviter au maximum. C'est un peu l'idée. C'est intéressant. Et sur cet aspect de rosée par rapport à l'isolant, j'aurais tendance à penser intuitivement que votre matériel doit être meilleur que des plaques de polystyrène parce qu'il respire. Carrément, c'est sa force. On a un matériau qui respire, donc c'est vraiment sa force. Aujourd'hui, notre matériau, il va laisser passer l'humidité, même si on va faire en sorte de l'éviter dans le bâti de manière générale, cette humidité. Si jamais il y a une fuite, je sais pas, de l'humidité qui s'accumule quelque part et que l'isolant il est en contact avec, il va pouvoir faire un peu éponge, limiter la dégradation vers les autres équipements ou matériels qui eux peuvent être un petit peu plus, tu vois, ils vont peut-être avoir un peu plus de dégâts s'ils sont mouillés. Et voilà, il va relâcher l'humidité naturellement sans en fait mourir. Le matériau, littéralement, il vit vraiment. L'idée, il est durable et il aussi, voilà, il y a une inondation entre guillemets, ok, je me mouille, je relâche et c'est reparti. Il sèche. C'est ça. Super, c'est super intéressant. Et alors, du coup, je me dis quand même, c'est quand même ça doit être très coûteux de faire ça, parce qu'en fait, entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu as toutes les autorisations nécessaires que tu peux l'installer, tu as dû faire un paquet de tests, tu as dû faire... Parce qu'en plus de ça, les tests que tu fais auprès de laboratoire, c'est des tests payants. Généralement, c'est pas donné non plus. Vous avez bénéficié d'aide, que ce soit public, privé. Comment vous avez fonctionné avec l'aspect financier dès le départ, parce que vous étiez étudiant en fait? Oui, carrément. Effectivement, et on a bénéficié d'aide. On a eu, dès le départ, on a mis par nous-mêmes 30 000 € dans la société. On s'est dit, direct, il faut mettre un max. On a été voir autour de nous les proches, la famille, c'est trouver un moyen de sortir un max de capitaux dès le départ, pour justement convaincre des partenaires ensuite, leur dire, regardez, on a rien, on a mis tout. Donc, on y croit, croyez-y aussi. Et le premier partenaire qui nous suit, c'est BPI France, avec la bourse French Tech 2021. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement concrétiser un concept. Et l'idée, à ce moment-là, ce n'était que de démontrer qu'on pouvait partir de la bagasse de canne à sucre et en faire un matériau, en gros. Donc là, nous, on a travaillé avec des laboratoires. Donc, c'est une subvention, cette première aide.
On a travaillé avec des laboratoires tout de suite pour essayer d'avoir un maximum de crédibilité sur le résultat. Et on s'était dit que ça permettrait de faire la bascule. C'est-à-dire, le matériau, il est carré. On va aller voir les pros, ceux qui utilisent vraiment ce matériau, s'ils le valident et qu'ils disent « ouais, ça m'intéresse, je suis prêt à l'utiliser », à ce moment-là, on pourra dire qu'il y a un momentum, on peut actionner les autres partenaires financiers classiques, quoi, les banques notamment. D'accord, ouais. On va voir les partenaires, ils nous disent « ouais, c'est top ». Ils nous disent « ouais, c'est top, mais je dois faire un projet, là, c'est 1500 mètres carrés. » Putain, 1500 mètres carrés, et j'ai fait un panneau, quoi, tu vois, en galérant. Donc là, il se pose la question de « ok, comment on fait 1500 mètres carrés facilement ?» Et plus le sujet de la bagasse de canne à sucre, c'est ici. Donc je peux pas sous-traiter, il n'y a pas de ligne ici qui existe. Ouais, c'est ça. Ligne de prod. Donc on a fait en 2022 sur on a répondu à un appel à projet qui s'appelle alors je dis toujours PIA4, mais c'était France Relance de l'époque. Donc ce sont des fonds qui ont été gérés par l'ADEME et donc l'État. En fait, l'idée c'était de pouvoir booster tout ce qui va être innovation. Et donc là, on a défendu le projet de fabriquer en local, être capable de fabriquer en local nos matériaux. Il n'y avait pas une recherche de rentabilité. C'était techniquement uniquement. Ouais, de dire que la production est faisable. Tu vois, on avait dit le produit, on a réussi à le faire. Maintenant, on peut le fabriquer de manière industrielle, sur place. En fait, tout est faisable si tu as l'argent, non? Non, pas tant que ça, parce que tu vois vite que tu es bloqué. Tu vois, on a fait cette étape-là et puis le prototype, nous a coûté 150 € le mètre carré. Aujourd'hui, j'ai des clients, ils me disent que je suis trop cher. Ouais. Bon, il y en a avant eux qui ont payé 150 € le mètre carré parce qu'ils y ont cru. Ils avaient compris aussi qu'ils le payaient à ce moment-là du process pour qu'un jour on soit moins cher. Ouais. Et on tient parole. Mais donc, tout est possible, mais voilà, 150 € le mètre carré, c'est mort. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est techniquement possible, mais si le coût de revient est trop élevé... non, c'est clair. Ouais. Mais pour le coup, personne ne transformait la bagasse en matériau isolant de ce niveau d'exigence. Ouais. Et donc, vous avez dû choisir le matériel. Là encore, c'est encore toute une réflexion, mais je pense que c'est notre kiff. Tu vois, encore une fois, on est âgé. Je vois Louis, encore une fois, mon associé, mais il est très fort sur ce point. En fait, je me suis rendu compte, à force de le côtoyer, il a réussi à simplifier des modèles de production. C'est un peu comme si, tu vois, imagine, on te dit, je sais pas, il faut faire une production d'automobile en Martinique ou en Guadeloupe. Bon, tu sais que tu vas pas faire la ligne de production de Tesla avec leur Gigafactory, mais tu peux peut-être envisager de faire une voiture sans permis, je sais pas, hein, mais tu commencerais pas là ta réflexion. Ouais, exact. On a fait la même chose, et donc notre ligne rêvée qui faisait des millions de mètres carrés, etc., elle est tout de suite descendue, achevée des centaines de milliers. Ouais. Et donc, comment tu fais le plus simple possible? Quels sont les organes critiques? Vraiment, critiques. C'est très simple. On avait à l'époque Alors, juste que les gens ils comprennent peut-être un peu, c'est que nous, pour fabriquer nos matériaux, ils ne sont pas à 100% en bagasse de canne à sucre. Il y a un liant qui est ajouté, qui joue le rôle de thermofusible. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que c'est une matière chimique, c'est du polyester recyclé, comme ce qu'il y a dans les chemises, etc. Ouais, d'accord. On le fait fondre et ça permet d'agglutiner en fait toutes les fibres entre elles. D'accord. En refroidissant, ça se solidifie, ça polymérise, etc. Ça solidifie comme un gâteau. D'accord. Ce liant-là, il est vendu dans le marché sous forme très dense, genre des vrais pavés. Ah oui. Ouais. Et nous, on a besoin que de quelques grammes par panneau. Donc, il faut l'ouvrir. C'est le terme du jargon. Et pour l'ouvrir, il faut une cardeuse. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé une cardeuse ici. Non. Ouais. C'est un espèce de rouleau avec des pics. Tu vois. Ok. Juste pour un peu, comme pour le coton, tu vois. Ah ouais. Ça, à la main, à la manivelle, tu tournes pendant des heures. Ah, pour faire des fils de polymère. Ouais, pour faire des espèces de... Des bobines, quoi. L'idée, c'est de faire des espèces de touffes les plus aérées possibles pour nous, tu vois, c'est notre objectif. On a fait ça pendant, je sais plus combien de jours, peut-être 2 ou 3 jours de suite à se relayer, etc. Et on avait à peine, peut-être des conneries, mais peut-être 20 grammes, tu vois. Et encore, 5 grammes. Et il nous fallait pas loin d'1 kilo. On s'est dit, ok, c'est mort, et là, il faut une machine.
on connaissait pas, tu vois. On s'est dit, cette pièce-là est critique. Juste pour ça, en fait, t'aurais pas pu l'imaginer, quoi. Enfin, fallait le faire pour le comprendre. Ouais, c'est ça, mais on a commencé par... comme on s'est dit que les lignes, elles coûtent des millions d'euros, on s'est dit, attends, nous, on va aller dans l'autre sens, on va regarder ce qu'on sait faire déjà, ce qui marche, et s'il y a un truc qu'on sait pas faire, on va regarder spécifiquement combien ça coûte ça. Donc, on a trouvé la machine qui va bien juste pour cette application-là, et ensuite, une fois qu'on avait passé cette étape, on est revenu sur, on le fait à la main, etc. Et donc, aujourd'hui, on a développé une ligne de production avec un procédé de fabrication breveté, parce que, en fait, personne n'a fait ça avant nous. Tu vois, et ça c'est adapté aussi au marché, adapté au territoire, et ça se finance du coup. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on a qu'on a porté le projet, quoi. Et ça se finance, mais est-ce qu'à un moment donné vous avez pas dû, forcément vous avez dû faire une étude de marché, un potentiel sur voilà, si je vends tant de panneaux, je pense que je pourrais les vendre à tel prix, Exact. je vais rentabiliser en 5, 10, 15 ans. Ça c'est des études que nous on fait pour des porteurs de projets qui n'ont pas la capacité en interne, parce que vous êtes tous ingés. Vous l'avez faite finalement, votre étude vous-même. Quand vous faites cette étude, vous allez voir l'ADEME pour vous faire aider spécifiquement pour étudier genre la mise en marché, ou bien ça fait partie déjà de... Alors nous, on était, pour toute cette partie-là, on a travaillé avec les incubateurs. Donc c'était la Technopole Martinique. Ouais. Donc ça reste plutôt public que privé en l'occurrence. Parce que ce qui nous importait, c'était vraiment, je me rappelle, c'est Gilles Gestel de la Technopole qui m'a dit ça, il a raison. C'est quand tu amènes une solution donc industrielle, comme je te disais au début, c'est vraiment une filière que tu touches, que tu changes. Et donc, c'est pas juste le produit en lui-même, c'est essayer aussi d'être en mesure de, comment je peux dire, de quantifier les vagues que tu vas amener, tu vois, les frictions. Parce que même si le marché, à la fin, il faisait un truc, 1 milliard, le simple fait que tu innoves, forcément, le milliard, c'est pas la peine de le viser, tu vas peut-être être à 50% de ce milliard, en fait. Ouais. Et donc, comme ils y sont agréés pour ça, etc., c'est eux qui nous ont beaucoup aidés à ce niveau-là, à ce moment de développement. Ouais. Et je pense que c'est devenu la force d'Emerald aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, l'écosystème qu'on a réussi à créer autour de nous, qui fait que, par rapport au marché, aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage qui nous connaissent, ils sont vraiment des partenaires. On a déjà fait plusieurs opérations avec eux, pour la plupart. Tu vois, c'est ça aussi, même si les marchés sont étroits ici, on a la chance de pouvoir travailler avec les mêmes prospects des clients, souvent qui reviennent. Et ça revient, c'est ça. En fait, c'est ça aussi toute la force de créer un produit qui fait du sens. Parce que quand tu es maître d'ouvrage et quand tu as besoin aussi d'aller chercher des objectifs de décarbonation, en fait, d'aide à l'entrepreneuriat local et à l'économie circulaire, enfin, on a tous des feuilles de route, et de plus en plus sur tous les gros acteurs. Tu parlais d'Action Logement, donc ils ont des grosses feuilles de route. C'est pareil pour la CDC, je pense à la Société Immobilière de Guadeloupe, ils ont des feuilles de route de décarbonation. À un moment donné, nous en tant qu'ingénieurs HQE, tu vois, on fait de la certification, on cherche des matériaux comme ça, et on n'en trouve pas, ou alors on en trouve mais ils ne sont pas encore rendus aux bonnes étapes de maturité. Donc nous, on essaie toujours de pousser pour les inclure là-dedans, mais c'est certain qu'une fois qu'il y a un matériau qui est sorti, qui est local, qui est certifié, etc., alors, certes, il y a un surcoût, mais c'est un surcoût d'une sous-partie de tout un ensemble. Là tu as l'isolation, à la limite, elle te coûte, je ne sais pas, tu nous diras, mais 2 fois plus cher ou 30% plus cher. Mais c'est juste la partie isolation. Ça ne va pas augmenter les coûts de construction de ton immeuble de 30%. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je ne suis pas surpris qu'en fait, le succès soit là et que les clients reviennent. C'est parce qu'en fait, vous êtes dans un océan bleu, un peu. C'est ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ici, aux Antilles, on veut un isolant biosourcé, naturel, fait localement. Il n'y en a pas d'autre, pas à ma connaissance. Non, c'est clair. C'est aussi la raison pour laquelle ce projet est devenu entrepreneurial. Parce que quand je pense, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'au tout début, la première des choses, ça a été est-ce que ça existe ? Parce que finalement, s'il y avait quelque chose de ce genre-là,
Peut-être qu'au lieu de créer, on aurait juste demandé à est-ce qu'on peut bosser en fait avec ces personnes-là. Donc c'est vrai, oui, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et il y a beaucoup d'initiatives en dehors de l'isolation, hein, dans le monde du bâtiment qui, je pense, sont très intéressantes. Nous, effectivement, on essaye de faire, en ce qui nous concerne, de faire comment je peux dire, c'est un travail sur la durée. On ne veut pas faire un coup, Ouais, bien sûr. on veut être des partenaires, des acteurs. Donc, effectivement, tous les bailleurs sociaux, et on connaît leurs objectifs, ils ont ces feuilles de route, mais aussi les hôtels, par exemple, qui vont aller chercher des certifications. Ce qu'on vend souvent, c'est que le matériau, parce qu'il est donc local, naturel, qu'il a un effet important sur les économies d'énergie, et qu'il est recyclable, parce qu'on peut le recycler ici. Ah oui. Tu vois, donc c'est quand même intéressant. Donc il y a du polyester, mais nous, justement, on peut le retraiter et en refaire encore. Donc toi, t'as la capacité de récupérer tes panneaux. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah là, sur les premiers chantiers pilotes où on voulait mettre en place la récupération, bah, ça a marché. On leur a laissé un big bag, ils ont mis leurs chutes dedans. Alors les chutes, ils essaient toujours de les caler un petit peu quelque part, autant qu'ils peuvent. Ouais. Ok, mais il y en avait quand même encore. On les récupère, tu vois. Toutes les chutes, bah oui, parce qu'en fait, c'est pas Là, juste... la découpe, notamment. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui, personnellement, ça me fait mal au cœur de savoir que, bon, tu as des isolants, ils sont importés. Il faut importer parce qu'il n'y a pas de solution. Mais qu'après, ils retournent. Ouais. Ils retournent aussi par C'est conteneur, juste pour la fin de vie. Ouais. C'est n'importe quoi. Donc, ça fait partie du process de conception initiale. On s'est dit, il faut absolument qu'on traite la fin de vie sérieusement, quoi, pour nous. Et donc, bah oui, les partenaires, ils sont intéressés. Et comme je te dis, aujourd'hui, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sont, je pense, assez convaincus. Bureau d'études aussi, je pense, également. Et là, c'est vraiment travailler un max avec les installateurs, faire du chantier, obtenir des retours d'expérience. C'est pour ça que je suis en Guadeloupe. On a un chantier, je le suis. J'étais ce matin, j'y suis retourné ce midi. J'ai fait en sorte de voir aussi, justement, quels sont les petits points sur la pause. Est-ce qu'on peut améliorer ça parce que c'est comme je dis, c'est que si ça doit vraiment être une solution pérenne, faut que tout le monde soit satisfait. Excellent. Ah, mais vous faites bien les choses, quoi. Donc vraiment du début à la fin de la... On essaye. Et alors, et du coup, les perspectives que vous avez sur le développement, là, vous en êtes où en fait exactement en ce moment? Alors, sur 2025, sur 2025, on a préparé une levée de fonds pour industrialiser le processus de fabrication. D'accord. Pour deux raisons. Deux raisons. La première, comme je le disais au tout début, il faut faire du volume pour être compétitif. Donc ça, c'est pour être plus, prescriptible, mais pour aussi que le matériau il puisse être un petit peu partout, de manière à ce que n'importe quel installateur se dise « Ah ouais, en fait, je peux ». Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pour assurer une qualité la plus homogène et la plus optimale possible. Parce que ce qui est bien aussi avec l'industrie, c'est que tu as vraiment une maîtrise plutôt de A à Z sur ce que tu produis. Donc aujourd'hui, on est semi-industriel et on se rend bien compte qu'il y a des éléments sur lesquels on est max de notre qualité et c'est malheureusement, c'est une limite pour le développement. Donc c'est les deux choses. Sur 2025, qu'on a vraiment mis en œuvre et donc sur la fin de l'année, c'est les deux choses qu'on a cherché à faire avec l'industrialisation. Et sur 2025, donc on a essayé de lever des fonds auprès de partenaires privés pour bien passer cette étape. Parce que qui dit industrialisation, dit local, je veux dire un bâtiment, pour nous, en tout cas, un bâtiment un peu plus grand. Et donc, ça te fait vite des investissements importants. Donc là, on a fait toute cette étape et structurer la société aussi, puisqu'on est les cofondateurs. De 2021 à 2023-2024, on faisait la production... sachant que c'était pas rentable, mais pour faire des projets pilotes. Et tu peux pas en fait piloter si tu fais tout, clairement. En plus, avant de la production de bagages, de matériaux à partir de bagages, c'est peut-être poussiéreux, c'est une galère. Tu peux pas aller à un rendez-vous juste après, et voilà. Donc on a aussi pu prendre un peu de recul et aujourd'hui on travaille avec deux opérateurs en prod. On est nous-mêmes donc en pilotage de nos sections, on va dire. Donc la partie commerciale, la partie R&D, la partie industrialisation.
Et on travaille aussi avec un doctorant qui fait une thèse au sein de la société. Pareil, parce qu'il y a plein de potentiel d'agro-ressources, d'autres biomatériaux à développer. Donc, tout en produisant, on essaye de continuer à se développer. À inventer des produits et à chercher. C'est ça. Et donc, sur 2026, cette année, là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment, du 1er janvier au 31 décembre, vraiment de produire et de vendre. Donc, sur le début de l'année, beaucoup de travail auprès des prescripteurs, des maîtres d'ouvrage, mais aussi toute une mise en place du marketing, de la communication, avec des boîtes d'échantillons, des démonstrations, des chantiers, des visites de chantier. D'ailleurs, je pense qu'on va vous inviter pour visiter le chantier à Pointe-à-Pitre. Et participation à quelques salons, notamment Salon Bâtisseur, 27 et 28 mars en Martinique. Ok. Donc on essaye d'être un petit peu plus visible. Voilà. Parfait. Et puis cette émission participe à ça aussi. L'idée, c'est qu'on essaye de mettre en avant ces initiatives. Alors du coup, tu as amené le produit, on l'a même pas montré. Ouais. Tu veux le Ben oui, c'est possible. Présenter. Aucun problème. Alors hop, je ne vais pas faire trop de bruit. Donc en fait, ici, on a un échantillon de notre Emerflex 45 mm. Donc, alors Emerflex parce que c'est un matériau semi-rigide. Ouais, donc Emerflex, c'est un matériau semi-rigide. Comme on peut le voir, c'est sous forme de plaque, donc semi-rigide, comme ceci. Le super avantage, c'est vraiment que ça ne se tasse pas dans le temps. Donc lorsqu'on va le mettre en application sur des cloisons verticales, plusieurs années après, on sera toujours isolé. Même il ne va pas commencer à partir en accordéon et se tasser. Et tomber sur lui-même. Non. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce qu'entre deux cloisons, c'est 39 décibels d'atténuation acoustique. Donc c'est quand même très bon. Ouais. Et jusqu'en haut. Voilà. Donc c'est vraiment le top. Et puis ensuite, comme je le disais, il est traité, ce matériau, contre les moisissures, les termites. Il est pensé aussi par rapport à nos conditions locales. D'accord. Et donc en gros, tout ça c'est de la bagasse, mais il y a les traces blanches là. Ouais. Ça c'est ça le liant. C'est ça le liant, d'accord. Okay. Ouais, exactement. Ouais, ça ressemble un peu à du coton, mais c'est du polyester. Et ça, du coup, ce que tu disais, tu es capable de le récupérer, de le remettre dans ta chaîne de production et de ressortir des panneaux derrière. C'est ça. Si tu veux, on travaille la fibre. Plus elle est longue, plus on peut faire des choses vraiment stylées, techniquement. Alors, des tissus comme des chemises ou quoi, parce que c'est de la fibre longue. Ouais. Et plus elle est courte, et plus tu es limité sur ce genre de choses. Donc nous, aujourd'hui, on a des fibres qui sont quand même assez courtes dans l'univers des fibres existantes. Là, tu parles de la bagasse. De la bagasse, c'est ça. Et donc, on peut faire des panneaux, mais on ne pourra pas faire un tailleur, on pourra pas faire des choses assez poussées. C'est mort. Ouais. Par contre, si on broie notre isolant, on récupère encore une fibre qui est petite, mais c'est notre corps de métier. C'est très bien travailler. Réintégrer. C'est ça. Il y a une limite. À un moment, tu as de la poussière. Là... Oui, on est d'accord. Excellent. Donc, et donc là, aujourd'hui, ça, on peut le commander. Comment ça marche ? Vous avez un site, vous êtes distribué, on peut aller n'importe où. Enfin, ici, je parle aux Antilles, on va chez Monsieur Bricolage ou autre. Vous êtes là ou pas ? Non, on n'y est pas. Okay. Pour pouvoir travailler avec nous, il faut absolument passer par le site internet, effectivement, ou nous contacter via téléphone, direct. Adresse email. De toute façon, toutes ces infos, elles sont de plus en plus, répandues. LinkedIn, on a un Instagram, et on se déplace partout, clairement. Yes. Donc, il y a le salon bâtisseur aussi. Je pense qu'on sera très prochainement chez quelques points de vente. On travaille en tout cas pour que ce soit le cas en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et ouais, ce sera très bien si sur 2026 on fait tout ça. J'avoue. Alors du coup, tu parlais de levée de fonds. Elle est terminée ou vous êtes toujours en... Alors elle est pas terminée parce que on est en train de boucler le plan. Avec les partenaires bancaires, justement. D'accord. Et comme c'est un podcast pour les entrepreneurs, j'en profite parce que les derniers retours, c'est que, tu vois, le projet, il est intéressant, il est innovant, mais Trump et autres font que le monde, il est un petit peu instable actuellement. Donc, forcément, le regard bancaire sur l'innovation, c'est toujours de base risqué. Et là, le monde lui-même est risqué.
il faut y aller solide, tu vois. Fonds propres élevés, garantie maximale, preuve de marché maximale, etc. Bon, c'est souvent le cas, hein, de toute façon, mais encore un peu plus, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Donc, l'idée a été de nous entourer encore sur ces spécificités-là, travailler avec des mentors, entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui ont l'habitude justement de ces exercices-là pour avoir donc un plan de financement le plus solide possible, diversifier les partenaires, pas travailler qu'avec un seul, mais envisager plutôt des pools. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est en train de clôturer. Et puis, justement, avoir aussi des clients qui font confiance, comme depuis le début. Là, d'ailleurs, ici, on a Plafo Déco, tu vois, qui a été, qui est une entreprise de pose d'isolants, de placo et cloisons, qui nous a fait confiance sur première grosse opération ici. C'est ce genre de partenaires qui sont super importants et intéressants. Continuer de travailler avec ces gens-là, essayer de sortir d'autres projets, ça fait du bien aussi. Bon, pour nous, c'est sûr, mais pour les partenaires bancaires également. Ah ouais, bien sûr. Et donc là, vous levez de la dette, mais est-ce que vous prenez de l'equity ou Alors, on a cédé, nous on a cédé quelque part pour augmenter nos capitaux propres. Et l'augmentation de capital, elle nous a permis justement de rassurer, de solidifier le plan de financement. Là, je sais qu'il nous parle de 20%. Tu vois, il faudrait avoir 20% de fonds propres pour le projet industriel que tu veux mettre en place derrière. Donc, c'est un bon ordre de grandeur à avoir en tête. On peut peut-être, entre guillemets, avoir une dérogation dans le sens où on a l'ADEME qui nous soutient via territoire d'industrie et avec une subvention qui est fléchée sur l'équipement industriel, tu vois. Mais qui dit subvention, on dit quand même qu'il y a des choses à faire en face. C'est pas juste de l'argent donné. En l'occurrence, pour nous, il va falloir qu'on arrive à récupérer 2000 tonnes de bagages. Tu vois, ça fait partie du deal. Donc, c'est donnant-donnant. Mais c'est cool. Carrément. Ça vous oblige à... Ça nous oblige. En même temps, c'est l'idée de ce financement. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait ce genre de dispositif et qu'on ait pu y émarger. Et puis après, bon, ça dépendra de justement la stabilité politique, mais il y a le crédit impôt outre-mer productif, donc CIOP, qui est une défiscalisation, concrètement un crédit d'impôt si tu fais un investissement. Donc on va essayer de passer aussi par ce dispositif, en espérant que, comme il y a des discussions sur le taux, etc., à Paris, que ça se maintienne et que ça puisse se faire rapidement. D'accord. Ouais. Excellent. Là, au jour d'aujourd'hui, petite question, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais vous arrivez à en vivre correctement, tous les associés, ou vous êtes encore sur la coactivité Alors aujourd'hui, correctement, je pense. Le mot correctement est très important parce que je pense que on en vit correctement depuis peut-être 1 an maintenant. Mais auparavant, effectivement, Quentin, lui, ne s'était pas payé au tout début. Et nous, comme on sortait de l'école, on a dû peut-être se payer, mais le SMIC, juste le minimum, ce qu'il fallait. Vital. Ce qu'il fallait, parce que sinon, on était carrément hors la loi, en fait. Mais, et puis on a eu quelques déboires, mais ça arrive à tout le monde. Tu vois, on était 4 associés au début, il y en a un qui est parti. Donc, il a fallu gérer cette phase sur 2024-2025. Et un actionnaire et un salarié qui partent, donc c'est les mêmes personnes, tu vois. C'est aussi pas simple à gérer. Surtout quand tu es petit encore comme ça. Là. Surtout quand tu es petit comme ça. Donc, voilà, il y a eu un peu de tout en réalité. Non, mais super beau parcours. Et puis en fait, c'est juste le début. Hein. Parce que ce qu'on comprend là, c'est que. Non, on espère. Il y a pas mal de choses qui sont encore possibles. C'est clair. Donc du coup, tu m'avais parlé aussi rapidement en off. Donc ça, c'est le produit, on va dire, le plus abouti. Et tu as dit tout à l'heure que vous bossez sur d'autres types d'inventions. C'est quoi? Est-ce que tu peux déjà en parler ou est-ce que c'est top secret? Non, il y a quelque chose qui, je pense qu'il faut dire, c'est que le produit est vraiment bon acoustiquement parlant, il n'y a pas de problème sur ça. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres produits qu'on importait dans la même idée que l'isolant, en fait, tu vois. On pensait aux baffles acoustiques, aux panneaux acoustiques, etc.
Et donc là, clairement, on travaille pour pouvoir sortir une gamme qui s'appelle Hammerspace, qui est une gamme donc de panneaux suspendus, de panneaux muraux, d'écrans de séparation pour les open space notamment, qui est donc le panneau acoustique, mais avec aussi cette idée de design et d'esthétique, puisque là, à la différence de notre matériau, ce sera visible et on peut même l'utiliser en déco. Donc là, on est en train de travailler sur le lancement de ce produit. On va essayer, parce qu'on a beaucoup appris grâce au lancement de Hammerflex, tu vois, on va essayer de communiquer bien plus sur ça. Et très rapidement, tout ce qui est grille tarifaire, fiche technique, brochure, vont sortir sur le produit pour l'instant. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter, parce qu'on deal en fait au cas par cas, on va dire. Pour l'instant, c'est encore de la production sur demande, sur commande. Mais ça peut aller très vite. Excellent. Moi, alors, avec Philao, on va déménager là, dans les prochains mois, parce qu'on est trop à l'étroit ici. Et dans les prochains locaux, on doit refaire l'aménagement intérieur. Donc, ils nous sont livrés bruts. Et moi, je suis super sensible à l'acoustique. Je déteste quand ça résonne. Et tu vois, typiquement, ici, je l'ai fait refaire pour isoler. Et ce que je t'expliquais tout à l'heure, mais en fait, c'est devenu un cube de résonance. Alors là, on a des rideaux, ça apaise le son. Mais je trouve qu'en fait, il y a une fatigue mentale qu'on ne voit pas quand tu es dans des espaces où l'acoustique est mauvaise. Parce qu'à la fin de la journée, tu as une fatigue. Alors que quand le son est bien smooth, c'est bon. Et du coup, pareil, je me disais, mais il faut que j'achète des panneaux isolants. Bah voilà. Et bah voilà. Donc du coup, je pense que salle de réunion, tout ça, je t'appellerai et on va mettre ça. Non, mais carrément. Il faut savoir que historiquement, les panneaux de bagasse agglomérés ont existé en 1980 à La Réunion. Sérieux ? Ça s'appelait Bagapan, c'était une marque. Ah ouais ? Ouais. Excellent acoustiquement. Et je me demande même si le Darbo, ici en Guadeloupe, n'est pas équipé. Je pense que maintenant, non, parce que ça date. Ça a été refait. Ouais, mais je me demande même s'il n'y en a pas eu. C'est intéressant. Et t'as pu échanger avec les fondateurs de cette... Non, là, c'est un peu compliqué de retrouver des... J'ai un petit peu mené l'enquête, mais c'est compliqué. J'ai pas forcé beaucoup plus. Je sais pas si... Ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté. Ma théorie, c'est que, tu vois, en 1980, les sujets environnementaux, etc., c'était pas forcément l'idée. C'était même plutôt l'inverse. Oui, c'est vrai, j'avoue, les années 80. Voilà. Donc, la laine de verre, c'était bien vu, j'imagine, à l'époque. Enfin... Ouais. Vraiment, c'était le Graal, quoi. C'était pas cher. Ouais, c'était technique, c'était technologique. Et... Je pense, c'est pas cher, c'était le... Ouais, je vois bien. Ouais, je pense que tu as raison. Ok. Petite question par rapport à ta vision sur pas juste ce que tu fais toi, mais un petit peu de ton secteur, c'est-à-dire les matériaux biosourcés ou recyclés dans la construction, parce que maintenant, tu es invité régulièrement dans des conférences ou dans des forums, tu vois d'autres acteurs. Comment est-ce que tu sens cet écosystème ? Est-ce que tu as d'autres acteurs qui sont en train de se structurer ou c'est encore très à la marge ? Je trouve que ça se structure plutôt bien. Je pense à MT Collect, guadeloupéen, que j'aime beaucoup, Tristan et Mathias, qui récupèrent le verre, qui le concassent, tout ça. Et je pense que justement, il faut être un peu... c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de projets, tu vois, mais je pense qu'il faut réussir à faire converger les points que je te disais au tout début, tu sais, le côté capitalistique. Il faut aller quand même très vite au but parce que t'as pas le temps non plus de t'éterniser si tu fais pas rentrer d'argent sur l'innovation avec les montants dont on parle. Et faut pas perdre ce côté éco et local parce que en vrai c'est ce qui fait qu'on nous écoute au début, en tout cas à ce point, quoi. Donc c'est surtout ces trois là. Quand les trois sont combinés, j'ai l'impression que le projet quand même il a de bonnes chances d'aller loin. Et là je trouve qu'à notre niveau c'est surtout le sujet capitalistique. Je pense qu'il fait défaut. Mon retour c'est que on est beaucoup ingénieurs ou plutôt orientés techniques, pas forcément commerciaux ou financiers. Et donc ça paraît, tu sais, des fois un peu couillon de se dire j'ai fait un super produit, les gens ils devraient l'acheter, tu vois.
Ça marche pas forcément comme ça, en fait. Non. Et c'est ces trucs-là qui manquent, je pense, un petit peu à la filière. Mais il y a beaucoup aussi l'écosystème, il aide. D'ailleurs, j'ai vu là qu'il y a un agri-parc, je crois, qui est en train de se construire ici. Agroparc, ouais. Agroparc. Ouais. Voilà. Et l'ADEME, ils sont présents ici, ils sont présents en Martinique. Le CSTB veut faire une antenne ici. Ok. Tu vois, je pense qu'il faut tenir un petit peu. Ouais. Le temps que ça soit peut-être un peu plus stable avec les présidentielles aussi. Ouais. Mais ouais, il faut tenir un peu. En tout cas, moi, j'entends des idées super stylées. Il y a en Martinique un jeune là qui fait EcoGain, c'est des gaines pour le bâtiment à partir de déchets plastiques recyclés. Enfin, ils ont tout compris. Il faut le faire après ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, c'est facile de dire waouh, d'avoir l'idée et de faire à petite échelle, mais c'est vrai que derrière, c'est tout ça. Mais j'y crois, c'est possible. En tout cas, si on l'a fait avec de la bagasse, c'est pas faire de l'isolant. Ah, mais complètement. De toute façon, moi, je suis le premier à dire allons-y, quoi. Tu vois. De toute façon, tu peux pas faire autrement. Quand tu te lances dans un projet innovant comme ça, nous, on a pu accompagner certains acteurs aussi. Si tu doutes, c'est mort. Après, t'es obligé de douter, c'est normal. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut que tu aies cette drive qui fait que on va passer à travers cette étape, on va passer à travers cette étape. C'est l'optimisme. C'est l'optimisme, c'est ça, il faut être optimiste tout le long. Je suis d'accord. On va d'ailleurs finir sur peut-être un conseil que tu peux donner à des jeunes qui nous écoutent et qui se disent ah ouais, mais moi j'ai une super idée aussi et j'aimerais me lancer. C'est quoi le principal conseil que tu pourrais leur donner? C'est en parler, hein, clairement. En parler. Ouais. Tu sais, beaucoup de personnes me disent non, j'ai une idée, mais ils gardent. Le problème, c'est que moi, tu vois, là, je m'en suis rendu compte avec Emerflex. On a développé le produit pendant peut-être, au total, donc si tu fais les calculs, 3-4 ans. Ouais. Bon, premier chantier, un mec qui me dit non, mais en fait, c'est trop épais. Ah, tu vois, merde, j'ai toutes mes certifs qui sont liés à ça, etc. Je fais quoi? Tu refais. Tout ça parce que tu aurais dû juste en parler avant. Tu aurais dû en parler. Et ça, je dis ça, je prends une anecdote à notre niveau qui coûte quand même des milliers, mais il y a plein de projets, tu vois vite si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, parce qu'en fait, t'en as parlé. C'est à ça, et je rajoute juste un autre, c'est se donner une petite limite. Tu sais, quand tu fais le projet, de te dire, allez, j'ai mis 100 € dans ça, c'est ma limite. Si je fais 101, c'est pas bon. Et ça peut vite te permettre de voir si ça vaut le coup ou pas. Si toi-même, tu es aligné avec ce que tu as fait, je parle d'argent, mais ça peut être du temps, ou tu vois. Ouais, je pense que c'est important. Tu te dis, j'y vais à fond, mais si à tel moment, je n'ai pas atteint ce truc-là, je sors. Ouais, carrément. C'est ça. Je trouve que c'est très, très important parce que, je sais pas pour toi, mais nous, on a tous les jours des idées nouvelles. Mais c'est ça. Et t'es un peu coincé si tous les jours tu te dis je vais pousser cette idée avec l'autre d'avant, celle d'hier, et t'es mort en fait. Et c'est ça, t'es mort. Et ça, c'est un piège aussi. Et puis de se dire aussi, parce que les idées, c'est très facile à avoir, et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a trop de gens qui se disent ah non, mais c'est mon idée, j'en parle pas. Et en fait, avoir une idée, c'est facile, quelque part. Mais en fait, c'est l'exécution. Tout est dans l'exécution. Hein. Et en fait, à partir du moment où t'en parles, tu facilites ton exécution. Ouais, je pense. Je pense. Et il y a d'énormes bons conseils qui viennent de personnes qui n'ont rien à faire de ton projet. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Et là, ils vont te dire, mais t'as pensé à... Typiquement, nous, notre matériau, on vend Emerflex, etc. On a vraiment poussé, tu vois, techniquement, le matériau. Et un mec, il me dit, putain, je vais faire un studio, là. Vos matériaux, on peut pas les mettre au mur? Ah, putain, bah si, en fait. Et c'est comme ça, hein, l'idée des panneaux acoustiques. Et depuis que j'en ai parlé un petit peu, ça y est, tout le monde me dit, mais en fait, moi aussi, j'ai ce sujet, tu vois, tu m'en as parlé. Ouais, complètement. Donc c'est ça, et je pense que faut pas hésiter à en parler, vraiment. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, Valentin. Merci pour l'invitation. Si les auditeurs veulent te retrouver, du coup, le site, c'est... Alors, le site, c'est www.emerwall.eu. Et l'adresse email, sinon, c'est contact@emerwall.eu. Et puis, disponible au numéro de téléphone, allez, 06 96 67 62 57. Ne pas hésiter, on répond tout le temps sur WhatsApp, etc. Excellent. Et puis de toute façon, nous, on va remettre les coordonnées dans les descriptifs des publications qu'on va faire. Vous avez une page Insta aussi sur les réseaux? Sur Insta, c'est emerwall-8mq. Et sur LinkedIn, Emerwall, tout simplement. Yes. Écoute, parfait.
On va diffuser tout ça. Bonne chance pour la suite. Merci. Et puis de toute façon, on va se recroiser, nous, c'est certain, assez régulièrement, je pense. Yes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. C'était Régénération Caraïbes, produit par Philao Ingénieur Conseil. On espère que vous avez appris beaucoup de choses. Continuez à partager, à poser des questions, parce que nous aussi, ça nous fait évoluer. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast.